Bonjour à tous, merci au comité d'organisation de ces IGIFOD de m'avoir demandé de vous présenter cette communication sur la place du traitement d'entretien et de la pause thérapeutique dans le cancer colorectal métastatique. Donc, voici mes liens d'intérêt. Voici les objectifs pédagogiques. Nous allons les dérouler ensemble au fur et à mesure de l'exposé. Donc, en introduction, je rappellerai que seule une minorité de patients atteints d'un cancer colorectal métastatique va pouvoir bénéficier d'une chirurgie à visée curatrice de ces métastases. Pour la plupart des patients, seule la chimiothérapie va permettre d'obtenir une survie prolongée, actuellement dans la plupart des cas de 2 voire 3 ans, mais au prix de potentielles toxicités cumulatives, soit physiques, on pense à la neurotoxicité de l'oxaliplatine, soit psychologiques, liées à la lassitude du patient. Il est donc impératif de concilier la volonté d'une survie globale longue avec la qualité de vie de nos patients. Et donc, depuis plusieurs années, des essais thérapeutiques ont développé des stratégies visant à obtenir un contrôle tumoral par une chimiothérapie dite d'induction, puis à pérenniser ces bons résultats par un traitement d'entretien, parfois appelé également traitement de maintenance. Le Graal serait l'obtention de la pause thérapeutique sans toutefois que cet arrêt complet de chimiothérapie se fasse au détriment de la survie de nos patients. Alors, dans la littérature, il existe plusieurs études anciennes avant l'ère des thérapies ciblées, 4 études avec l'oxaliplatine, une étude avec l'irinotecan qui s'intéressent donc toutes à la problématique induction-entretien. Depuis l'avènement des thérapeutiques ciblées, 5 phases 3 randomisées ont été publiées avec le bevacizumab et 4 études avec les anti-EGFR qui sont des phases 2 randomisées. Alors, c'est tout le mérite des Français, en particulier du GERCOR, de s'être intéressé à cette problématique donc du stop and go, des traitements donc induction-entretien. Il faut dire que le FOLFOX expose tout particulièrement à une neuropathie cumulative qui est inévitable chez la plupart des patients, passé 3 à 4 mois de traitement. Donc, dans l'étude Optimox 1, qui a été publiée il y a maintenant une quinzaine d'années, il avait été comparé à un traitement standard par FOLFOX4 jusqu'à progression ou toxicité, un traitement innovant dit Optimox avec induction 3 mois par FOLFOX, puis entretien par LV5 effet de simplifié et reprise du FOLFOX à progression. Il avait alors été démontré que le traitement dit Optimox permettait d'avoir une survie globale aussi importante, voire meilleure que le bras FOLFOX, et ce, avec une bien moins forte toxicité, moins de toxicité cumulative, en particulier de neuropathie. Le GERCOR s'est intéressé dans la foulée à la pause thérapeutique et a voulu mener une phase de randomisée avec plus de 200 patients où le bras contrôle était désormais le bras Optimox et le bras expérimental, un bras où après 3 mois de chimio d'induction par FOLFOX, vous proposiez une pause thérapeutique donc prédéfinie à tous les patients avec reprise du FOLFOX en cas de progression tumorale. Cette étude avec donc pause thérapeutique préprogrammée, publiée il y a plus d'une dizaine d'années, a été un échec puisque en termes de temps de contrôle de la maladie, les patients avec pause thérapeutique avaient 4 mois en médiane de contrôle de la maladie de moins que les patients avec un traitement Optimox et surtout, ceci se traduisait par une perte de chance en termes de survie globale avec là encore une médiane de survie globale impactée négativement de 4 mois. La problématique majeure pour les traitements d'entretien aujourd'hui est plutôt la place des thérapeutiques ciblées. Vous avez choisi un traitement d'induction et donc vous vous demandez quel traitement proposer aux patients en entretien. Le principe de base pour les thérapeutiques ciblées, qui a été le plus largement utilisé, c'est de garder la même thérapeutique ciblée que vous avez utilisée en induction en entretien. Si on se positionne du côté du bevacizumab, l'intérêt de l'utilisation de cet anti-angiogénique en entretien est multiple. Tout d'abord, les toxicités graves du bevacizumab surviennent généralement lors des premiers mois de traitement. Donc, si votre patient a pu avoir du beva en induction, il a échappé, a priori, lorsqu'il arrive en entretien, aux toxicités graves, mais rares, qui sont les perforations et les accidents thromboemboliques.
Deuxièmement, il existe des schémas d'administration faciles du bevacizumab qui se prêtent bien avec l'impératif de faire venir les patients moins souvent en hôpital le jour, comme par exemple donc, ce schéma d'administration en 15 minutes toutes les 3 semaines. Enfin, comme je vous l'ai dit en introduction, le bevacizumab a été la thérapeutique ciblée la plus étudiée dans cette problématique de stratégie induction-entretien, avec au moins 7 phases 3 randomisées. Et même, tout récemment, les données de TRIBE2 qui avaient été communiquées pour la première fois à l'ESMO en 2018 viennent d'être publiées dans le Lancet Oncology par Chiara Cremolini. Alors, la thérapeutique ciblée, en maintenance, vous pouvez l'utiliser en monothérapie ou combinée à la chimiothérapie. En ce qui concerne le bevacizumab, 4 études randomisées comportaient comme traitement d'entretien un bras de bevacizumab monothérapie. L'étude suisse SAC voulait prouver que ce bras de bevacizumab monothérapie n'avait pas d'intérêt et ils avaient fait une étude comparant une pause complète versus bevacizumab en voulant montrer la non-infériorité de cette pause. C'était négative, c'est-à-dire que le bevacizumab monothérapie était supérieur à la pause, données qu'on retrouve également dans l'étude allemande AIO 0207 et dans l'étude française Prodige 9. Autant le temps de contrôle de la maladie était inférieur, n'était pas, enfin augmenté, je dirais, par le bevacizumab par rapport à la pause, autant la survie sans progression l'était. Globalement, il y a probablement une petite efficacité du bevacizumab en monothérapie, mais cette pertinence clinique au vu du coût du traitement demeure probablement faible. La place de choix du bevacizumab en entretien est la combinaison au 5FU. Et là, nous avons 3 grands essais publiés, CAIRO 3, l'étude hollandaise, encore l'étude allemande AIO 0207 avec un bras 5FU beva, et l'étude française DREAM. Nous allons nous pencher plus sur l'étude CAIRO 3, qui est l'étude la plus pure sur le plan méthodologique et qui a été communiquée dans le Lancet il y a maintenant 5 ans. Donc, dans cette étude, des patients atteints de cancer colorectal métastatique en première ligne recevaient un traitement d'induction par Capox bevacizumab pendant 4 mois, puis ils étaient randomisés uniquement s'ils étaient répondeurs ou stables entre une pause thérapeutique ou un traitement d'entretien par KP-BEVA. À progression tumorale, ils avaient une réintroduction du traitement d'induction Capox-BEVA. Et le critère principal du jugement de cette étude était la PFS2 entre le démarrage du traitement d'entretien et la fin de la réintroduction. La PFS2 permet donc d'évaluer le concept de réintroduction, la PFS1 permet d'évaluer le concept d'entretien ou de maintenance. Dans CAIRO 3, l'objectif principal est atteint avec un allongement de plus de 3 mois de la PFS2 grâce au traitement d'entretien par KT-BEVA. Et évidemment, si on s'intéresse à la problématique du traitement d'entretien sans la réintroduction, la PFS1 est doublée dans le bras KP-BEVA par rapport à la pause thérapeutique. On passe de 4 mois de contrôle de survie sans progression supplémentaire à 8,5 mois. Donc, pour résumer la chimiothérapie d'entretien avec le bevacizumab, on va dire qu'aujourd'hui, après une chimiothérapie d'induction comprenant du bevacizumab, l'entretien par du 5-IFU-BEVA semble le standard, même si vous n'augmentez que très peu la survie globale. C'est quelque chose, on va dire, d'efficace et de peu toxique. En monothérapie, le bevacizumab seul semble supérieur à la pause, mais sa pertinence clinique paraît faible. Alors, les puristes critiqueront le fait qu'il n'y a pas d'études disponibles avec un bras chimiothérapie seul par rapport à un bras chimiothérapie BEVA. Il faut rappeler que l'étude de Kabinavar, publiée en 2003, première étude avec du BEVA en pratique clinique, avant même l'étude Hurwitz, avait montré cependant la supériorité en première ligne du 5-IFU-BEVA par rapport au 5-IFU seul. Du côté des anti-EGFR, si on s'intéresse d'abord au cetuximab, il y a 2 phases 2 randomisées publiées, l'étude anglaise COIN-B, l'étude espagnole MACRO-2. Une phase 2 randomisée française Prodige 28, coordonnée par Valérie Bosch, est terminée, dont on attend les résultats. Si on s'intéresse uniquement à l'étude anglaise COIN-B, c'était une étude où le traitement d'induction était un traitement par Folfox-cetuximab, et après, les patients étaient randomisés entre traitement d'entretien par cetuximab monothérapie ou arrêt complet et reprise du cetuximab à progression. Et vous voyez que le trait rouge, le trait donc d'entretien continu par cetuximab, et permet un bénéfice en survie globale
à la fois dans la population KIRAS sauvage et à la fois dans la population RAS sauvage, donc en recherchant les mutations minoritaires NRAS. Du côté de l'autre anti-EGFR, le panitumumab, nous avons eu 2 phases 2 communiquées à l'oral, Saphir, la phase 2 japonaise, présentée il y a maintenant 2 ans à l'ASCO GI, et Valentino, communiqué à l'oral à l'ASCO il y a 2 ans. Plusieurs phases 2 sont en cours, Panama en Allemagne, OptiPrime en France, et toutes ces études semblent permettre une utilisation du PANI en entretien. Donc, le principe de base, je vous disais, c'est de garder la même thérapie ciblée en entretien que vous avez utilisée en induction. Cela dit, il existe une étude évaluant l'intérêt d'un switch de thérapie ciblée, c'est l'étude Macbeth. Dans Macbeth, c'est une étude italienne, phase de randomisée importante, publiée dans JAMA Oncol il y a 2 ans. Donc, dans Macbeth, les patients étaient tous races sauvages et ils recevaient un traitement d'induction donc agressif par folfoxyri cetuximab et après une maintenance par une thérapie ciblée seule en comparant soit la poursuite du cetuximab, soit le switch au bevacizumab monothérapie. Et bien, dans cette étude, si on regarde les 2 courbes de gauche, à la fois en survie sans progression et en survie globale, vous voyez qu'il n'y a aucune différence significative entre les 2 thérapeutiques ciblées utilisées. Alors justement, puisqu'on a parlé de Macbeth, on peut s'intéresser, beaucoup de gens s'interrogent sur comment faire de l'entretien s'il y a eu utilisation d'une trichimiothérapie, donc folfoxyri à l'italienne ou FOLFIRINOX à la française, en induction. Eh bien, les Italiens, donc grands promoteurs de la trichimio, ont mené un essai, TRIBE2, dont je vous disais qu'il vient d'être publié dans le Lancet Oncology en mars. TRIBE2 nous a permis de mieux comprendre les stratégies de désescalade en cas de chimiothérapie d'induction par folfoxyri. Et ici, c'est du folfoxyri beva, hein, donc seul le beva a été évalué combiné à une trichimio dans une phase 3. Donc, vous voyez que dans TRIBE2, le bras expérimental était une chimiothérapie d'induction par folfoxyri-beva pendant maximum 4 mois, puis vous aviez un entretien par 5-FU-beva. À progression tumorale, les patients reprenaient le folfoxyri-beva, puis avaient de nouveau un traitement d'entretien après 4 mois maximal de réinduction par du 5-FU-beva. Le bras standard était une chimiothérapie initiale par folfox-beva maximum 4 mois en induction, puis entretien par 5-FU-beva. Et à progression, on switchait en deuxième ligne par folfiri-beva, pareil, induction 4 mois maximum, puis entretien par 5-FU-beva. L'objectif principal de cette étude était la PFS2, donc la PFS de première et de deuxième ligne, donc jusqu'à la deuxième progression. Cette étude, comme vous le savez, est positive. Le fait de prendre de la trichimio comme traitement, trichimio-beva comme traitement d'induction, ça permet d'allonger la PFS2 de pratiquement 2 mois avec un hasard ratio à 0,74. Et si on s'intéresse à la première ligne, donc la survie sans progression de la première ligne, donc folfoxyri-beva contre folfox-beva, donc vaste étude, 300 patients par bras, vous avez quand même un bénéfice de plus de 2 mois en PFS obtenu par le folfoxyri-beva puis traitement d'induction, puis traitement d'entretien par rapport au folfox-beva puis traitement d'entretien. Enfin, donc, il y a la problématique de cette fameuse pause thérapeutique, ce Graal que les patients désirent ardemment. Comme je vous l'ai dit, l'étude française d'Optimox 2, mais aussi l'étude anglaise COIN ont été des échecs. On ne peut pas prédéfinir à l'avance une pause thérapeutique. Ceci risque d'être délétère pour les patients. La pause thérapeutique ne peut être proposée qu'aux bons répondeurs à la chimiothérapie. Et qu'est-ce qu'un bon répondeur à la chimiothérapie? C'est un patient qui a normalisé ses marqueurs, qui avait probablement une masse tumorale peu importante avec probablement une maladie peu inflammatoire initiale. Il faut ne pas proposer la pause thérapeutique avant au moins 4 mois de chimiothérapie, 4 à 6 mois de chimiothérapie, 4 mois pour le Folfox, 6 mois pour le Folfiri. Et pendant la pause thérapeutique, les patients doivent être surveillés de façon stricte tous les 2 mois. Et surtout, ils doivent être prévenus de la possibilité d'une maladie tumorale résiduelle avec, dans ce cas-là, en cas de progression significative, la nécessité d'une reprise de chimiothérapie. Donc, il est très important sur le plan psychologique de ne pas vendre la pause thérapeutique comme une guérison, parce que souvent les patients vont vouloir, par exemple, reprendre une activité professionnelle. Il faut malheureusement arriver à leur faire comprendre qu'ils ont une maladie chronique avec laquelle il faut vivre et qu'il faut se préparer à une reprise de chimiothérapie à chaque évaluation tumorale.
Donc, pour résumer ce topo, je rappellerai qu'un traitement d'entretien peut et doit être envisagé après une période d'induction de 4 à 6 mois chez les patients qui sont contrôlés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de désescalade thérapeutique chez les patients non contrôlés. Donc, chez les patients contrôlés, répondeurs ou stables, on peut discuter un entretien. La chimiothérapie d'entretien, elle s'impose lorsque le traitement d'induction a une toxicité cumulative type Folfox. Le traitement d'entretien par la combinaison 5-IFU bevacizumab est le mieux évalué dans les essais publiés. La place des anti-EGFR reste à définir, mais les phases de randomisées disponibles permettent d'utiliser les anti-EGFR comme traitement d'entretien, sous réserve que les patients aient une bonne tolérance de la toxicité des anti-EGFR, en particulier de la toxicité dermatologique. Enfin, comme je vous l'ai dit, la pause thérapeutique complète ne doit être réservée qu'aux patients ayant des maladies contrôlées avec une réponse objective au traitement d'induction et après une période minimale de 6 mois de traitement. Je vous remercie de votre attention.